Il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée ce matin, Camille Corret, adjointe au maire de Lamballe-Armor. Elle est également secrétaire fédérale du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Et elle est avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Voilà, alors tous les deux, parce qu'il y a notre réalisateur juste en face, je le précise pour les auditeurs qui ne nous voient pas. On va parler donc de politique ce matin, Camille Corret. J'avais envie de vous entendre. Il y a beaucoup de choses en politique aujourd'hui, que ce soit en politique intérieure ou en politique internationale. On va évoquer Donald Trump tout à l'heure, mais j'avais envie de vous entendre en commençant sur la politique intérieure avec cette polémique autour du voile porté par les femmes et particulièrement en sport. On a entendu Gérald Darmanin menacé de démissionner, le Premier ministre qui a recadré ses ministres en disant voilà, il y aura une seule voix, chacun peut s'exprimer dans la presse, mais il y aura une seule voix. Est-ce qu'il faut interdire le voile ou en tout cas le réglementer dans les activités sportives et particulièrement dans les compétitions ? Alors c'est une question qui est pas simple, mais il se pose la question aussi de la discrimination. Du coup, avec un contexte national et international qui est déjà très compliqué, avec beaucoup d'amalgames qui sont faits, beaucoup de discrimination encore une fois, avec la question de la religion qui revient toujours sur le tapis. On voit ce que ça donne aujourd'hui par rapport aux différents conflits. Je crois que c'est une question délicate. Par ailleurs, je crois qu'il nous faut aussi un minimum respecter la foi de chacun. Alors bien sûr, il y a la question de l'extrême qui se joue là. Et moi, la première, je suis contre toute forme d'extrémisme. Par contre, c'est aussi des choix. C'est-à-dire que dans toute religion aussi, il y a celles et ceux qui portent la croix. Il y en a d'autres religions où il y a le port du voile, qui est accepté, alors dans d'autres conditions et pas dans le sport, mais en tout cas dans les lieux de culte. Dans d'autres religions, il y a également le voile. Moi, dès lors qu'effectivement on n'est pas sur quelque chose d'extrême, où on ne voit plus le visage notamment, ça ne me pose pas de soucis. Je pense que là, sinon on va vers des dérives en fait de pratiques, et on va empêcher des sportifs et des sportives du coup, et là on en revient aux droits des femmes, de pouvoir exercer, de pouvoir faire ce dont elles ont envie. Parce que à partir de ce moment-là, si vraiment on était dans quelque chose d'extrême, ces femmes-là ne feraient pas de sport. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, elles ont la volonté de faire du sport. Leur religion fait qu'elles ont cette volonté, ce besoin, cette foi et cette tradition de porter le voile. Moi, ça ne me pose pas de soucis. Je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu aux autres. Si on veut que les générations suivantes puissent aussi être ouvertes et que la tolérance puisse revenir un petit peu plus sur notre territoire. C'est un petit peu ce qu'a dit finalement le Premier ministre en parlant de solidarité, c'est le terme employé. Reste quand même qu'il y a ce danger d'entrisme, c'est ce deuxième mot que l'on entend beaucoup, entrisme religieux dans le sport, et il ne s'agit pas de stigmatiser une religion ou une autre, mais est-ce qu'il faut être prudent ? Et là encore, est-ce qu'il faut réglementer ou est-ce qu'il faut mettre quelques règles sur des compétitions particulières ? Là aussi, question vaste. C'est une question très vaste. J'ai envie de dire, comment ça se passait avant ? Était-ce si problématique ? Il n'y avait pas souvent de problème de voile. Alors peut-être aussi parce qu'il y avait moins de personnes qui pratiquent la religion musulmane. Et qui le montrent. Même si ça devient finalement peut-être un peu plus difficile aujourd'hui d'être musulman. Alors, la question de la réglementation, c'est comme tout, il faut jauger. Parce qu'on peut vite aussi aller vers des dérives qui sont extrêmes. Ce sont des sujets, à mon avis, sur lesquels il faut prendre le temps de réfléchir, d'échanger, de s'interroger d'un point de vue culturel, au niveau du culte également, au niveau de l'histoire. Ça peut pas se décider comme ça, à mon avis. Il y a un vrai respect, une vraie réflexion autour de la foi de chacun et de ce que chacun aussi est capable de faire comme concession par rapport à cette foi et par rapport à une passion. Ça peut pas se décider de cette manière-là. Enfin, il faut que le débat soit apaisé, Il faut que le débat soit apaisé et que chacun puisse, autour de la table, en discuter avec tels et tels arguments et que les personnes concernées aussi puissent l'exprimer aussi de ce que ça peut
leur faire ressentir. Ouais, je pense c'est une question sur laquelle il faut prendre le temps, à Voilà. mon avis. Prendre le temps. Ouais. J'avais envie de vous entendre là-dessus ce matin en tant que femme et femme engagée en politique également. On l'aura compris, Camille Corret. On va parler du droit des femmes qui est aujourd'hui en recul un peu partout dans le monde. On le voit particulièrement en Afghanistan où les femmes n'ont plus le droit d'être vues, n'ont plus le droit de parler, pas même entre elles. Est-ce que c'est quelque chose de préoccupant? Est-ce qu'on n'entend pas assez finalement aujourd'hui, ici, nos pays européens, protester ou en tout cas essayer de faire pression pour que finalement ce pays n'enferme pas les femmes, parce que finalement on les enferme. Ah oui, et pas que celui-ci d'ailleurs, hein. On voit qu'il y a... Alors on aurait pu citer l'Iran Ça se délite également. de plus en plus. Il y a un glissement qui se fait avec les régimes en place et qui reviennent pour certains, avec effectivement ces femmes qui ne peuvent plus rien faire, qui n'ont plus aucune liberté, ni de parole, ni d'écriture, ni de musique, ni de déplacement. Aucune expression n'est possible. Et si on en revient aux États-Unis et à l'impact que ça peut avoir aussi sur l'Europe, c'est dangereux parce que on a du lien entre l'extrême droite française, européenne et le gouvernement de Trump qui est contre finalement toute forme. Je suis pas sûre que les femmes aient grand place dans ce gouvernement, bien sauf celles qui sont extrêmement conservatrices, donc contre l'avortement, avec finalement une limitation, en somme, des droits pour les femmes. Il y a pas longtemps, là, il y a une jeune fille qui est décédée parce qu'elle n'a pas eu accès à l'IVG. Une jeune fille, très jeune. Donc c'est quand même très problématique. Et puis je pense aussi que les femmes sont énormément touchées aux États-Unis par rapport effectivement aussi à la suppression de postes de plus en plus au niveau du service public. Et en France, on ne sera pas exempt de ça. L'extrême droite a un discours très clair, bien que pour certains, ils veulent nous faire comprendre l'inverse. Mais c'est faux. Nos politiques de droite conservatrices et d'extrême droite sont contre l'avortement. Le droit des femmes n'est pas quelque chose qui les intéresse fondamentalement. On ne les voit jamais en manifestation. Et puis se pose la question aussi des mots, du choix des mots, de la sémantique. Par exemple, on parle du 8 mars et j'ai beaucoup entendu c'est la journée de la femme. Mais absolument pas. La journée du droit des femmes. Ce n'est absolument pas la journée de la femme. C'est la journée des droits des femmes. Et ce n'est pas la même chose. Parce que c'est une journée où, encore une fois, où nous devons revendiquer notre volonté d'avoir les mêmes droits que les hommes, notamment salarial, d'un point de vue salarial. Et c'est un peu la journée où on relance un peu les choses, mais ce n'est pas la journée de la femme. J'ai envie de dire, la journée de la femme, elle est tous les jours, comme la journée des droits des femmes devrait l'être tous les jours. Mais on sent qu'il y a quand même on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On est encore aujourd'hui, il y a 30 féminicides depuis le début de l'année, là, qui ont été répertoriés, avec une justice qui fait ce qu'elle peut, mais qui a quand même beaucoup de mal, avec des femmes qui ne sont pas si bien traitées que ça par la justice en elle-même. Donc déjà, il y a des lacunes par rapport à ça. Moi, je fais partie d'une association parisienne dans laquelle on accompagne des femmes qui sont dans des situations terribles, en fait, ou en pleine dans la violence, donc victimes, ou alors dans les procédures qui en suivent, et pour le coup, dans les 3/4 qui ne se sentent pas accompagnées et soutenues dans le cadre de leur démarche au niveau du droit des femmes et de leur reconnaissance en tant que victimes. Donc il y a un vrai travail, et le problème, c'est que si l'extrême droite arrive, tel que c'est le cas aux États-Unis avec Trump, je crains que ça soit pire. Et qu'il y ait un vrai glissement de nos droits au niveau des femmes et de la protection des femmes lorsqu'elles sont victimes. Et moi, ça me fait extrêmement peur. Nous, on accompagne une centaine de femmes, là, actuellement, qui sont ou en procédure, ou qui veulent partir de chez elles pour violence. Et elles sont démunies. Elles sont démunies. Il faut avoir une réflexion plus large au niveau de la justice, au niveau de l'accueil des femmes aussi. Alors même si ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, là encore, les associations, les groupes féministes ont travaillé pour que ça s'améliore, mais peut mieux faire au niveau de la justice, peut mieux faire au niveau, par exemple, de la police ou de la gendarmerie pour accueillir ces femmes en grande détresse lorsqu'elles sont frappées, battues, et qu'elles essaient de venir chercher bien du secours, tout simplement. Oui, bien sûr, mais on peut toujours mieux faire.
Alors depuis quelque temps maintenant, les gendarmeries normalement ont des référents qui sont formés à ça pour accueillir la parole de la femme, sauf que souvent, peut-être que ces personnes-là ne sont pas présentes lorsque les femmes arrivent parce qu'elles arrivent en précipitation. Donc parfois, c'est pas toujours accueilli dans de la bonne condition. Et celui qui tient le téléphone pour appeler le substitut du procureur, c'est le gendarme. Donc généralement, il est conseillé quand même de prendre rendez-vous avant d'aller porter plainte pour qu'une personne spécifique puisse accompagner la démarche de plainte. Mais il y a encore un travail de formation au niveau de la gendarmerie, bien évidemment. Au niveau de certains travailleurs sociaux également, c'est normal. Au niveau des municipalités, alors au niveau de Lamballe, je pense qu'on est une ville qui a toujours eu cette politique de solidarité, avec logement d'urgence, etc. Mais quand même, notre devoir aussi en tant que municipalité et en tant qu'élu, en fait, quand on est élu, on est là pour protéger la population. Et c'est aussi protéger les femmes et leur venir en aide quand elles ont besoin d'aide. Donc c'est comment on réfléchit effectivement à davantage de logements, mais c'est pas simple parce que une municipalité ne peut pas être gestionnaire non plus de logement, mais comment on fait effectivement? Donc, on travaille avec d'autres associations pour qu'elles soient gestionnaires. Quelle logistique? Parce qu'en fait, pour éviter qu'une femme ne reparte dans son logement, il y a des choses fondamentales à savoir, c'est-à-dire qu'une femme va retourner dans la majorité des cas avec les enfants généralement parce que financièrement, ça ne tient pas, parce qu'elles n'ont pas mangé, parce qu'elles ont peur. Donc en fait, il faut que nous, on trouve le moyen de sécuriser la prise en charge de la personne et de sa famille, c'est-à-dire de dire là vous serez là dans un endroit secret, des courses sont faites, on travaille sur la mobilité, vous allez pouvoir être accompagné par telle personne. Mais c'est pas si simple parce qu'on n'a pas non plus de moyens pour le faire et pour autant ça me semble être une politique prioritaire. Et puis on accueille aussi des populations qui, dans d'autres cultures où il y a beaucoup de patriarcat. Et ce sont aussi des femmes en détresse. Donc il faut accompagner. L'accompagnement des femmes victimes n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas d'avis politique. Moi, j'accompagnerai une femme qui va être de gauche comme d'extrême droite. Tant qu'elle me demande de l'aide, je vais le faire. Et notre devoir de ville, d'élu, c'est de pouvoir accompagner, mais ce n'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'aussi, dans le cadre de mon association, on travaille aussi avec les entreprises qui emploient les femmes et des femmes qui peuvent être victimes de violences et comment l'entreprise devient, du coup, un espace de sécurité pour la personne. Il y a ça aussi. On entend beaucoup justement le monde de l'entreprise bouger, comme l'on dit sur ces questions-là. Il reste encore beaucoup à faire. Alors on pourrait élargir au harcèlement. On entend beaucoup de cas de harcèlement sexuel. C'est le cas dans le cinéma ou même dans les médias. N'ayons pas peur de balayer devant notre porte. Je crois que c'est assez transversal. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, auprès des plus jeunes, je pense aux garçons, est-ce qu'il faut éduquer les garçons? Est-ce qu'il faut leur expliquer? Est-ce que là aussi expliquer la place de la femme finalement dans la société? Est-ce qu'il faut commencer dès le plus jeune âge? Alors, je vais pas aller sur l'éducation parce que c'est un peu dur. Voilà, j'ai pris le terme générique. Mais tout à fait, je sais bien, je fais exprès. Il faut expliquer. En fait, de toute manière, un enfant, il faut lui expliquer les choses dès le plus jeune âge, dès l'école, parce que dès l'école, il est avec des petites filles, d'autres petits garçons. Donc déjà, de base, le respect. Le respect entre un garçon et une fille, c'est-à-dire qu'un garçon n'a pas le droit de faire ça, une fille n'a pas le droit de faire ceci. La violence, elle est interdite de part et d'autre. Et effectivement, et je pense que c'est aussi intéressant d'éduquer sur la sexualité au niveau des collèges. Alors là, il y a la primaire également, avec des propos qui sont bien évidemment adaptés à les situations. Mais il faut que ce soit dit, expliqué, avec les mots qui correspondent. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de cacher les choses. Mais effectivement, c'est de toute manière, de base, on interdit toute violence, quelle qu'elle soit. Comme on explique que de regarder un film pornographique, ce n'est pas faire l'amour, ce n'est pas la sexualité, parce que c'est de la violence finalement. C'est un métier où il y a énormément de violence. Mais ça, les adolescents garçons, généralement, n'ont pas cette conscience-là. Et les réseaux n'aident pas finalement, parce que sur les réseaux, on trouve tout, la violence, la pornographie, etc. Là aussi, il y a un travail à faire, que peut-être un peu plus au niveau national, pour réglementer les réseaux, pour faire en sorte que les plus jeunes n'aient pas accès avant un certain âge à certaines images, à certains sites. Il y a un vrai besoin de réglementer ça, je pense, effectivement. Et de plus en plus, les adolescents, ils commencent en primaire, pour certains, à regarder des films pornographiques. C'est aberrant. On voit bien que le numérique, de toute manière, a fait passer un stade en termes de visionnage, d'éléments inadaptés pour les enfants. Et du coup, avec une imagination qui est somme toute plus adaptée. Du coup, après, dans les relations aux autres, aux femmes également.
Donc il y a un des vrai relations travail à faussées, faire. finalement. Ça peut être des relations faussées, et puis ça emmène aussi à du harcèlement. Enfin, vous voyez toutes ces questions-là. Et puis c'est aussi comment l'État agit en termes de prévention. En fait, la prévention, elle est primordiale si on veut que les choses, elles évoluent. C'est aussi, quand je vous parlais de la pornographie, c'est aussi dire, bah voilà, ça c'est normal, ça n'est pas normal. Donc ça permet aussi de délier des langues d'enfants, d'ados qui pourraient eux-mêmes être victimes de violences sexuelles physiques. Moi, j'en accompagne dans mon travail. Et en fait, c'est de déconstruire. Il faut que l'État et les professeurs puissent permettre de déconstruire tout ce qui a pu être construit via les réseaux sociaux et qui ne sont pas adaptés, en fait, sur les relations hommes-femmes, notamment. Mais ça peut être les relations aussi homosexuelles, où effectivement, la violence, de toute manière, elle est interdite, quelle qu'elle soit. Mais il y a un gros... Là, on est sur un travail global d'appréhension et de prévention, hein. Alors, il y a cette affaire qui empoisonne un petit peu le Premier ministre, puisque ça s'est passé à Pau, c'est cette affaire du collège Bétaram avec ses violences physiques, violences sexuelles aussi, là encore. Est-ce que au niveau de... Alors, il y a une enquête en cours, hein, évidemment, on verra ce qui va en sortir. La parole s'est libérée, les victimes ont parlé, se sont exprimées. Est-ce que c'est important aujourd'hui, justement, de faire sortir la parole, d'être vigilant? On pense évidemment au cadre scolaire, mais ça peut être dans d'autres cadres. Est-ce qu'il faut être vigilant? Est-ce qu'il faut aider, accompagner la parole? Là aussi, les personnes n'ont pas forcément l'envie, où il y a une forme de gêne, de honte parfois. Est-ce qu'il faut accompagner la parole? Est-ce qu'il faut mettre en place là aussi des structures via les associations, via, pourquoi pas, des réseaux d'entraide? Oui, enfin... déjà, il faut partir du principe que dès lors qu'on nous exprime ce genre de choses, faut y croire. Après se fait le travail d'enquête. C'est souvent Mais dans un premier temps, il faut croire la parole. C'est souvent ce qu'on entend. Les victimes disent moi, je vais pas raconter parce que je me disais je ne serais pas cru de toute façon. Et c'est le problème. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut croire. Et après, effectivement, on enquête, on interroge. Mais il faut prendre en compte la parole. Aller parler déjà, dénoncer, porter plainte est quelque chose de compliqué, hein. C'est une démarche qui est difficile. Imaginez quand on est un enfant avec toute l'innocence qu'on vient perturber, qu'on vient violer, d'aller parler. Et avec la culpabilité qu'on a, parce que c'est un adulte qui nous fait ça et qui potentiellement peut dire c'est pas, enfin, j'ai le droit. Donc il faut croire. Et après, on va enquêter. Et il y a un vrai besoin effectivement de développer l'accompagnement psychologique, de rendre accessible l'accompagnement psychologique aussi. Je crois que c'est une vraie question également. D'accompagner, qu'il puisse effectivement être orienté vers des spécialistes de manière plus adaptée. Mais en fait, on en revient toujours même sur la question de la formation des personnes qui reçoivent la parole. Et comment on apprend à écouter l'enfant, l'adulte, l'homme, la femme, et comment après on apprend à analyser et du coup à accompagner, à soutenir. En fait, il faut que quand la personne, elle dépose cela, elle puisse repartir légère. Il ne faut pas qu'elle puisse repartir en se disant c'est pire que quand je suis revenue, quoi. Quand je suis arrivée, et là c'est pire. Et donc après, c'est comment on assure sur le cheminement, en disant voilà, ça va se passer de telle et telle manière, tu seras accompagné de telle et telle manière, sois rassuré, tu ne seras pas seul, etc. Mais il faut croire dans un premier temps. On va revenir sur l'aspect politique des droits des femmes, mais je voulais vous entendre aussi, Camille Corret, sur cette affaire qui a défrayé la chronique, ce procès de l'affaire Pénicaud, qui a, j'allais presque dire, là aussi, favorisé la parole. Les femmes se sont exprimées, certaines même ont porté plainte, d'autres affaires sortent actuellement. Est-ce que ce procès, il y a eu un avant et un après, finalement ? Alors, il y a forcément un après, parce que là, pour le coup, on est quand même sur quelque chose de terrible. On aurait pu y ajouter d'ailleurs le procès de Squarneck actuellement en cours. Oui, également. Et en fait, là, on est sur des agressions chimiques, hein, parce que, le Squarneck, là, j'ai pas tous les éléments. Bon, a priori, ils étaient plus ou moins, pour certains, ils n'étaient pas non plus sous traitement ou autres médicaments chimiques. Certains étaient sous anesthésie, en l'occurrence. Toujours est-il qu'il y a cette question du coup qui ressort sur... on n'est plus sur de la simple agression de viol comme on l'entend avec la conscience, etc. Là, on est sur
des personnes qui sont agressées pendant qu'elles dorment ou pendant qu'elles sont effectivement qu'elles ont été droguées sous anesthésie. Donc on en vient quand même à d'autres choses et c'est très questionnant. Et le problème, c'est après quelle confiance vont avoir les gens envers les médecins. Et c'est problématique parce que du coup, je trouve ce sont des actes qui décrédibilisent en plus totalement, qui font du mal à certaines professions. Pour le Squarneck, maintenant pour l'affaire Pellico, bien sûr qu'il y a un prêt parce que le nombre d'hommes qui ont fait cela, alors moi ça me pose des questions énormes sur mais à quel moment autant d'hommes se sont dit que cette personne-là était d'accord pour ça, quoi. À quel moment ils se sont dit que c'était normal d'avoir des relations sexuelles, parce que j'imagine c'est ce qu'ils imaginaient alors que c'était un viol, avec quelqu'un qui est inconsciente et que c'est demandé par un mari. Et en fait, là, moi, ça me questionne. Je me dis à quel moment il y a eu un basculement pour que la femme n'en soit réduite qu'à ça, quoi. Elle est où la relation ? Elle est où le consentement ? Alors là, du coup, il n'existe pas. Donc ça a été complètement occulté. Et on voit que cette notion de consentement, elle est primordiale et qu'il faut continuer de se battre pour ça. Alors effectivement, on a la Constitution, etc. Mais pour autant, je pense que malheureusement, ça va faire remonter des situations. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se dire « Tiens, il m'est arrivé ça. Je pensais que c'était pas grave, mais en fait, si. En fait, on m'a agressé. En fait, on m'a fait ça. » Et oui, il y aura un après parce que je pense qu'il va y avoir des traumatismes qui vont se réveiller par rapport à des femmes. Et puis, bien sûr, le courage de Madame Pellico et de sa fille également, qui a porté plainte également contre son père par la suite, parce qu'il a également... il y a eu des actes auprès de sa propre fille. Elle réclame un procès. Voilà, et c'est terrible. Comment on se reconstruit après ça ? Alors, heureusement, je pense que ce sont des femmes qui sont entourées, qui ont cette force-là. Parce que il faut savoir que quand on est victime, que ce soit une victime de sexuelle, physique, il y a une force qui est décuplée après. Il y a des choses qui se jouent. Qu'on arrive à survivre à ça, après, les femmes sont généralement d'une force assez incroyable, non sans difficulté, non sans douleur aussi, mais il y a une certaine force. Et en fait, il faut qu'on soit admiratif et qu'on se serve, que l'État, que les services publics, que les associations se servent de la force des femmes pour pouvoir agir. Parce qu'en fait, c'est elles qui ont la clé des solutions, à mon sens. Alors on va parler aussi, on a commencé avec le recul du droit des femmes un peu partout. Dans certains pays, on a cité l'Afghanistan, l'Iran. Vous vous inquiétez, Camille Corré, de ce qui se passe outre-Atlantique avec Donald Trump et son administration qui n'a pas forcément comme priorité le droit des femmes. Vous avez cité aussi ici les partis d'extrême droite en pointant en quelque sorte le Rassemblement national. Et pourtant, on entend des voix au Rassemblement national, Madame Le Pen entre autres, qui dit moi je ne toucherai pas l'avortement, je suis très empreinte du droit des femmes, Vous croyez à ces discours ou pour vous c'est partagé ? À mon avis, il ne faut pas prendre le risque d'y croire. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Moi, je n'ai pas confiance. On peut tous raconter plein de choses, en période électorale, on peut tous dire plein de choses qui vont plaire et qui vont être bien vues et qui vont apporter des voix. Dans l'action, ce n'est pas la même chose. Je vais me faire l'avocat du diable. À droite, on va dire la même chose de la gauche. On dit ils font un discours pour les élections. Totalement, sauf qu'au niveau de l'IVG, pour le coup, je pense que la gauche, elle va rester droite dans ses baskets. Alors, il y a quand même aussi des voix à droite, des femmes qui défendent évidemment l'IVG. On pense indubitablement à Simone Veil. La figure de Simone Veil revient. On a perdu de vue cette figure de droite, conservatrice, on pourrait dire comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai lu sa biographie à Simone Veil, je suis très admirative. J'ai un profond respect pour les hommes et les femmes qui se sont battus pour les droits, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi savoir faire la part des choses. C'est une femme qui a bien que de droite, je ne sais pas si on était sur du vrai conservatisme. Enfin, franchement, je pense qu'on était... Voilà, c'était aussi une époque, il
Il fallait aussi qu'elle puisse faire entendre sa voix, ce qui ne devait pas être très simple. Mais c'est quelqu'un qui a vécu des choses horribles. Son propre camp, hein, ouais. contre les hommes. Par rapport à l'IVG, notamment. Voilà, par rapport à l'IVG. Et puis elle a vécu des choses terribles. Elle a été en camp de concentration, avec tout ce que ça implique comme traumatisme par la suite. Et puis elle a permis quand même cette loi au niveau de l'IVG, et contre vents et marées, contre des hommes. Et puis à l'époque, être une femme est nulle. Alors c'est déjà pas simple aujourd'hui, mais alors à l'époque, j'ose imaginer que c'était terrible, très difficile. Non, pour ce qu'elle a fait, pour son courage, pour sa force, moi je peux être qu'admirative. Mais il y a beaucoup de Simone comme ça qui ont fait beaucoup de choses. Simone de Beauvoir également. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté très indépendant, très autonome, très de la liberté de la voix, moi, qui me porte énormément. Il faut s'appeler Simone, a priori. On en manque, je vous appellerai pas Simone, mais on en manque aujourd'hui de femmes comme ça, de caractère, quelle que soit là encore la sensibilité politique, mais de caractère, prête à porter porter des projets, porter des initiatives, faire face aux hommes finalement. Oui, mais parce que c'est pas simple. C'est devenu plus dur aujourd'hui ? Je sais pas si c'est devenu plus dur. Alors pourtant, les femmes essayent davantage de faire de la politique et il faut vraiment qu'elles continuent. Moi, j'incite vraiment ça, à ce qu'il y ait de l'engagement des femmes. Mais c'est pas simple parce que la question de la légitimité se pose toujours. Faut faire sa place, faut crier plus fort que les autres. Par rapport à ces femmes-là qui ont marqué, on a quand même Martine Aubry, alors qu'effectivement, alors j'allais y venir, voilà, vous m'avez devancé. Mais quand même, qui a une femme qui a fait énormément de choses. Qui fait partie de cette génération-là, de Jospin, ces années 90-2000, là, où moi j'ai des souvenirs incroyables de cette période-là, où gamine, j'allais à la fête de la Rose et je rencontrais des gens qui avaient un sacré charisme et des idées qui portaient haut et fort. Et bien sûr que ça manque. C'était un peu le pilier de cette femme-là qui a fait beaucoup de choses. Alors on a Anne Hidalgo, mais c'est encore différent. Oui, bien sûr qu'on a tous... en fait, aujourd'hui, en politique, on recherche une figure, qu'elle soit masculine ou féminine. Alors, j'aimerais bien que ce soit une féminine, qui ait cette prestance telle qu'on a envie de la suivre, en fait. Vous imaginez demain une femme à l'Élysée ? C'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Bah oui, pourquoi ça ne le serait pas ? Il faut juste qu'on trouve la bonne. Voilà. Mais bien sûr que c'est possible. Une femme, et il y a d'autres pays où ce sont des femmes à la tête de l'État. Et les femmes, je vais me permettre de dire ça, mais je pense que les femmes ont une force intérieure que les hommes n'ont pas forcément. Et il faut savoir le reconnaître parfois. Et j'ai beaucoup de respect, attention, pour les hommes. Et je suis très admirative de beaucoup d'hommes politiques, Lionel Jospin notamment, que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il est temps aussi de laisser la place un peu aux femmes pour qu'elles puissent aussi prouver cette légitimité et montrer aussi tout ce qu'elles ont au fond d'elles et tout ce qu'elles veulent partager, toute cette défense-là, tous ces projets. Je pense que les femmes ont une sacrée niaque. On a beaucoup parlé des femmes ce matin, finalement, peu de politique, quoique. Peu quand même. C'est de la politique. Un dernier mot, Camille Corret. Aujourd'hui, il y a l'engagement des femmes, il y a l'engagement des jeunes filles. On a une nouvelle génération politique qui arrive. Alors, là, il va y avoir bientôt des élections. On voit que beaucoup de jeunes souhaitent, quel que soit là aussi le parti politique, s'engager. C'est une bonne chose, ce renouvellement politique. C'est peut-être là aussi la première marche pour les femmes, pour renouveler cette vie politique. Bien sûr qu'il faut du renouveau, c'est important, c'est normal. Mais il faut du renouveau avec des personnes qui ont cette culture-là de la politique, par contre. Il y a une vraie histoire à apprendre de la politique pour pouvoir en faire de la bonne politique. Il faut et prendre du nouveau et s'inspirer de l'ancien. Voilà. C'est primordial. Pas tourner complètement la page, garder quand même les fondamentaux. Jamais. On va s'arrêter là parce que on aurait pu rester une heure de plus, mais le temps file comme l'on dit. Camille Corret, adjointe au maire de Lamballe-Armor, secrétaire fédéral du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Alors la prochaine fois, vous viendrez me parler des élections parce que ça va commencer à se préciser. Mais on a beaucoup parlé des femmes ce matin et c'est une très bonne chose. Merci infiniment d'avoir été au micro de Bretagne 5 matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.